Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire connaissance avec un véhicule qui marque le renouveau d'Opel, le Mokka. Un véhicule d'ailleurs fabriqué pas très loin d'ici parce que nous sommes à Maisons Laffitte et qu'il est assemblé dans l'usine Stellantis de Poissy. Vous le savez en effet, le constructeur allemand est la propriété maintenant du groupe franco-américain. Ça lui permet, entre autres choses, de bénéficier des organes mécaniques de ses cousins, ici le Peugeot 2008 dont il reprend le soubassement et les mécaniques. C'est toujours la même question, vous la connaissez. Alors est-ce qu'un Mokka c'est mieux qu'un 2008 ou que les autres concurrents, parce que c'est très disputé sur le marché, en particulier avec le Ford Puma? Eh bien vous le saurez en restant avec moi. Avec cette nouvelle génération du Mokka, tout change. Pour commencer, la taille de la voiture elle est beaucoup plus compacte. Cette nouvelle génération ne mesure que 4,15 m de long. Elle offre surtout un design beaucoup plus expressif que l'ancien. C'est la nouvelle signature d'Opel avec à l'avant ce que le constructeur appelle le visor. C'est ce bandeau noir que vous avez entre les feux avant à LED. Notre version qui est une GS Line, c'est une finition qu'on peut qualifier de haut de gamme. C'est pas la plus haut de gamme, mais est dotée d'un toit noir qui donne aussi de la personnalité à la voiture. Et puis vous avez ces lignes très nervurées, en particulier cette nervure de capot là, qui sera la signature de la marque sur les modèles futurs. Bon, sur cette finition, on a des jantes superbes d'ailleurs, hein, bicolores, mais 18 pouces, dotées de pneumatiques avec un flanc un peu plus bas que ce qu'on trouve sur les 17. On verra que en ville, principalement sur les pavés, on perd un peu en confort. Évidemment, c'est un véhicule compact. Il ne faut pas s'attendre à trouver une soute à bagages gigantesque, mais 350 litres, c'est dans la moyenne, on va dire moyenne basse du segment. Ce qui est moins bien, ce sont les places arrière. Tout d'abord, la porte, vous voyez, ne s'ouvre pas largement. Donc l'accès n'est pas forcément facile. Et puis, une fois qu'on est installé, je suis pas très grand, j'ai pas beaucoup de garde au toit et j'ai pas beaucoup de place non plus pour mes genoux. Il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière. On a aussi un sentiment d'engoncement parce que les vitres latérales sont petites, la lunette arrière également. En revanche, vous allez le voir, quand on passe à l'avant, eh bien, on entre de plein pied dans le 21e siècle avec un tableau de bord beaucoup plus moderne que ce qu'on avait auparavant sur les modèles Opel. La qualité de fabrication est revenue dans les standards, on va dire de Peugeot pour faire simple. Donc c'est plutôt bon avec face au conducteur cette planche de bord qu'on appelle Pure Panel, en fait, qui regroupe deux écrans digitaux. Le premier est pour les compteurs et puis ici pour l'infodivertissement. À noter que suivant sans doute la mauvaise expérience de la première Peugeot 308, eh bien on a conservé ici des boutons physiques pour la climatisation et puis des touches de raccourci qui permettent d'accéder au menu de la voiture. Un petit exemple. Tout n'est malheureusement pas parfait. Vous voyez par exemple le graphisme là et puis la lenteur relative en fait du système multimédia. Je vous disais, on est à Maisons Laffitte. On a des palettes de part et d'autre du volant pour passer la boîte automatique 8 rapports en mécanique. À gauche, c'est le grand classique, les aides à la conduite. À droite, l'infodivertissement. Notre commande devenue archi classique, on va la voir partout, sur les Citroën, les Peugeot, les Jeep bientôt, enfin bon là sur les Opel, la commande de la boîte automatique, que je trouve pas ni pratique ni super jolie, et ici, changement de mode de conduite, 3 modes, sport, normal, éco. Je suis resté en éco pour notre mesure de consommation en agglomération. Là, sous le capot, comme d'habitude dans le groupe, archi connu, le 1,2 litre PureTech, cuisiné à toutes les sauces, qui est disponible en version 100 ou 130 chevaux. C'est cette version qu'on a sur notre modèle d'essai avec un couple de 230 Nm. Il est accouplé ici
à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. C'est plus agréable en ville, mais certains de ses concurrents, je pense en particulier à Ford, proposent de l'hybridation légère, ce qui permet de diminuer les consommations. On verra tout à l'heure ce que ça donne. C'est pas forcément le point fort de la voiture. Deux choses qui ne jouent pas en faveur de cet Opel Mokka. La première, c'est ça, c'est qu'on est en agglomération et qu'on soit sur des pavés ou qu'on passe sur des ralentisseurs, c'est un peu raide. Et puis surtout, la deuxième, on a fait 43 km purement en agglomération. On est sur le mode éco. J'ai roulé vraiment très très gentiment et on est à une moyenne de 7,9 litres au 100 sans avoir eu de bouchon. Ça veut dire que si on est pris dans les embouteillages, on sera très certainement aux alentours de 9 litres. C'est quand même beaucoup pour un véhicule compact comme celui-là. Un conseil en ville aussi, vous avez tout intérêt à vous mettre sur la position éco de la boîte de vitesse, sinon on a des petits à-coups. Et puis là par contre, avantage, vous avez vu, ça braque dans un mouchoir de poche, enfin un mouchoir de poche, pas tout à fait, mais ça braque plutôt bien. Vous voyez, on est sur les pavés là. Au volant, rien à voir avec l'ancienne génération d'Opel Mokka. Celui-là paraît beaucoup plus agile, plus alerte, c'est normal. Il y a la plateforme du Peugeot 2008 qui a été certes retravaillée par les ingénieurs allemands, mais on ressent l'ADN Peugeot dans le comportement. Bon, pour résumer en un seul mot, on pourrait dire bien. On pourrait même dire très bien lorsqu'il s'agit de rouler de façon un peu plus dynamique, j'allais dire sportivement. Ah, quoique, sportivement, ça le fait, regardez. Allez hop, on va passer en manuel et on va se faire un ou deux virages. Bon, évidemment, le moteur fait preuve des mêmes défauts que dans les autres modèles qui sont ainsi équipés, c'est-à-dire qu'il est un peu bruyant. Voilà, mais vous voyez, c'est vraiment presque sport, hein, on peut le dire comme ça. Les 130 chevaux sont bien là, parce que si ce moteur est un tout petit peu paresseux à bas régime, dès qu'on prend des tours, ça marche bien. « 110 km/h avec le micro d'ambiance de la caméra, ça fait déjà 7 minutes, 8 minutes qu'on roule. Moyenne de 67,6 décibels. C'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. Le seul bruit qu'on peut entendre à l'intérieur, on n'entend pas du tout là le moteur, on est sur le 8e rapport. Donc vous voyez, on est à peine 2000 tours. Donc on n'entend pas le moteur, c'est des petits bruits aérodynamiques simplement. Tout à l'heure, la consommation en ville me paraissait quand même, je vais pas dire exagérée, mais assez élevée. On a fait depuis de la route, on a fait de la voie rapide, alors pas d'autoroute à 130, évidemment ça a baissé, on est à 6,9 litres. Compte tenu de la puissance et du format de la voiture, je trouve ça tout de même un peu élevé. Et je vais comparer au Ford Puma Flex Fuel, qui finalement consomme pas beaucoup plus, mais consomme un carburant qui coûte moitié moins cher. Cet Opel Mokka sera à coup sûr un achat coup de cœur. On craquera pour son design, on craquera pour sa compacité en ville, mais si on est un peu plus terre à terre, il y a certaines choses qui chiffonnent. Tout d'abord, l'habitabilité n'est pas extraordinaire, et surtout, on a une consommation urbaine qui est assez élevée. Je vais vous prendre l'exemple d'un concurrent qui fait beaucoup mieux, c'est le Ford Puma avec sa version hybride, qui en plus a une version super éthanol vendue à peu près au même prix, hein. Cette finition nous coûte 27 700 €, la finition GS Line. À ce prix-là, on peut avoir un Puma hybride light éthanol, et malheureusement, en agrément, on est à peu près au même niveau, mais en économie de carburant, c'est pas du simple au double, mais pas loin.